Real quick. All right, let's get started. Do I use this or do I use that? ده وقعه. Hello. All right. Hello, marhaba, bonjour. I'm Katie Pickett. Je suis Cathy Pecken et je viens de Azeri des États-Unis. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour avoir resté aussi tard. Nous apprécions ceci beaucoup. Et nous allons avoir une discussion très intéressante ce soir à propos de différentes choses. Mais tout d'abord, laissez-moi introduire tout le monde. Donc, tout d'abord, nous avons avec nous Mohamed Issa, qui est notre manager régional de Azeri, basé à Dubaï. Et il présentera en premier. Après, nous avons avec nous Tarek Agag de l'autorité de surveillance et la cartographie en Égypte. Nous avons avec nous aussi Adel Hamzin du royaume de l'Arabie Saoudite qui va nous parler du GeoAI. Et nous avons avec nous professeur Agaoui du Maroc, l'école des géomatiques et de l'ingénierie Hassan de l'Institut de l'agronomie et l'Institut de l'agronomie à Rabat. Donc commençons. Je suis honoré de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez demander au monsieur de se rapprocher du micro, s'il vous plaît? غرب اسيا احنا عندنا من حته بتاعت كازاخستان لغايه بقيه اسيا كلها الحمد لله معانا. الحقيقه انا اتشرفت الحقيقه النهارده يمكن ده اول انا السيشن دي مش المفروض كنت انا الاول اللي اعملها لان انا كنت لسه بقول انا بعمل يوجوالي برزنتيشن عن ازري انما البرزنتيشن دي اكتر عن الفيت فور بيربس للكادستر ان جنرال واعتقد زملائي هم اللي هيتكلموا اكتر عن التكنولوجي وازاي يستخدموها في حياتهم. بس يمكن انا الكادستر بالنسبه لي ليه حاجه مختلفه لان انا بدات علاقتي بالجي اس من حاجه 20 سنه از ديفلوبر للكادستر فالحقيقه كنت بارت من بعض المشاريع يمكن از ديفلوبر للكادستر من اول مصر ناميبيا البوتسوانا رواندا يمكن. Est-ce que vous pouvez demander au monsieur de se rapprocher du microphone, s'il vous plaît? Donc, c'est la première fois en travaillant sur ce cluster. Donc, rapidement, je vais parler brièvement à propos de différentes choses, la raison et autres. Donc, dans le monde en son intégralité. Donc, notre définition à l'administration du foncier, c'est la définition. Où est-ce qu'elles sont mes slides? Où est-ce qu'elles sont mes diapos? Je parlais, j'expliquais, mais je vois que vous êtes en confusion. Pour quelle raison? Bien sûr, car la présentation n'est pas affichée sur l'écran. D'accord. On va attendre. تمام حلو كده فانا الحقيقه عشان كده عمال اتكلم عن فيت فور بيربس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فاحنا تعريفنا لللاند دي تعريفنا لللاند ادمنستريشن. Donc notre définition à l'administration du foncier, comme nous pouvons le voir, il y a beaucoup de choses. Il y a des clusters, il y a des wraps, il y a différentes variations, il y a la taxation, il y a beaucoup de choses. Et chaque chose est relative à une problématique principale. Mais souvent, dans les gouvernements où nous existons, ça fait partie du département, un ministère différent de l'autre. Quand nous voyons le cluster, quand je parle du Maroc, par exemple, quelle est la définition du Maroc? Le Maroc, c'est le territoire du Maroc et le peuple qui vit dans le Maroc.
Donc si nous prenons ces personnes, ce peuple, dans une autre place, ça restera la même chose. Donc nous gérons notre pays et c'est la chose la plus impactante à l'économie du pays, même pour les personnes qui vivent, même s'ils sont à l'étranger. Oui, 8 sur 10 doit travailler dans l'immobilier. بص على اغلب اي بلد حتى لو ما فيش انفستمنت تيجي من بره ان هو يشتري ستيت فيها او ما زال. Donc l'immobilier est autre pour que les personnes soient sûres à propos de l'économie. Donc pour que l'immobilier soit sûr, car c'est votre pays. Donc c'est la chose que nous essayons d'expliquer aux gens pour que tous ceux qui travaillent dans le cluster, ils le savent déjà. Donc le bénéfice du cluster et à nos sociétés, à nos pays, et leur impact sur les économies aussi, et les services, les différents services dans le gouvernement en général. Donc ils sont attachés à un bâtiment, département ou autre. Donc pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas dans les pays? Que sont les problèmes que nous rencontrons souvent? Nous trouvons que des informations qui sont disponibles, mais je ne vais pas dire que nous les ignorons, négligeons, mais nous ne savons pas comment les rassembler ensemble. Peut-être je peux avoir quelques informations, Dr Tararik a quelques informations, chacun de nous a quelques informations. Et chacun de nous travaille en se basant sur les informations, mais nous ignorons les informations conjointes. Si que nous conjoignons et nous rassemblons nos informations, ce sera beaucoup mieux. Dans quelques pays, c'est différent. Donc sans détail, sans rentrer en détail, mais je parlais à vous, à quelques-uns parmi vous, j'ai dit que je vivais dans un autre pays et dans la maison que je loue, j'ai vu c'était quoi le loyer avant que je vienne et l'historique de l'achat de la maison, etc. Donc la visibilité et la transparence, ce n'est pas facile à l'atteindre. Mais c'est une trajectoire, bien sûr. C'est la phase finale que nous voulons atteindre. Le problème majeur, quand nous voyons, par exemple, quand nous voyons l'adéquation, les trois aspects de l'adéquation à l'objectif. Nous avons la qualité, le coût et le temps. Donc, si je voudrais avoir une très grande qualité, je vais augmenter les coûts. Donc, il y a toujours un équilibre. Donc la raison pour laquelle l'initiative a été lancée, cela reflète trois autres choses qui impactent toujours nos cas. Le cadre spatial, le cadre institutionnel, le cadre juridique. Donc le cadre juridique, il y a bien sûr, à cause du cadre juridique, il y a des projets qui ont été décalés de dizaines d'années. Donc notre processus n'est pas rapide si le pays nous n'accompagne pas de la même vitesse. Cela se reflète aussi au niveau institutionnel, le cadre institutionnel, l'approche informatique durable, holistique, transparente et rentable, et développement continu des capacités continues de service. Donc ces trois aspects, nous essayons toujours de les lier, car si les trois sont réussis, donc vous avez la meilleure version ou le meilleur scénario possible. Donc concernant le cadre géospatial, donc nous avons beaucoup de technologies qui vont donc à travers le GPS normal ou à travers des images satellites. Donc nous essayons dans le secteur du foncier, ce que nous avons essayé, c'est de rassembler quelques cartes. Et après, nous avons commencé le dépistage et les images satellites à travers les nouveaux moteurs IA. Vous pouvez atteindre une précision de 80 à 90%. Et faire le travail. Donc, selon la technologie, vous pouvez travailler dans le géospatial. Le cadre juridique. Donc, ça dépend d'où vous commencez. Par exemple, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé en Afrique, donc ça commence par l'informel. Par exemple, chacun va parler de ce qui est à leur disposition dans leur tribu, dans leur village, ville, etc. Donc ça va commencer par l'informel, après ça va atteindre la formalisation. Donc étape par étape, ça ne peut pas être case départ, case finale directement. Bien sûr, il y a plusieurs phases et la largeur plutôt du pays
ça joue un rôle. Donc, le cadre institutionnel, donc comment est-ce que vous allez travailler? Est-ce que vous pouvez comparer les institutions ou l'institution? Et intentionnellement, nous avons essayé d'enlever quoi que ce soit comme référence dans le Moyen-Orient, car il y a beaucoup de personnes qui parlent de ces références, donc j'ai essayé de ne pas mentionner nos références. Donc, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, ils peuvent en parler. Donc, la manière alternative, donc l'adéquation à la raison, comme nous l'avons déjà dit. Donc, je pense que cela ce sont des informations bien claires à beaucoup de choses, à beaucoup de personnes. Donc, je vais essayer de passer rapidement à travers les choses qui sont déjà répétées ou déjà mentionnées. Donc, notre perspective, c'est que vous avez moins de systèmes complexes ou moins de complexité dans le système. Donc, vous pouvez peu importe où vous commencez ou peu importe ce que vous allez faire ensuite. Donc, ce n'est pas complexe, c'est moins complexe. Et car je voudrais améliorer mes services, donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc le système ne doit pas être très complexe pour que ça fonctionne. Il y a des systèmes qui ne sont pas complexes, qui sont très simples et qui fonctionnent beaucoup mieux que quoi que ce soit dans la vie. Donc, vous voulez commencer un petit projet, donc nous pouvons commencer de grassroots. Après avoir un système établi, on peut établir un multisystème ou une infrastructure pour tout le pays en tant que JES, en tant que société. Nous sommes bien développés dans le côté JES. Et notre perspective, la majorité des clients avec lesquels nous travaillons, c'est à propos du foncier. C'est là où on se base. Nous avons le foncier, nous allons mettre l'électricité, nous allons mettre les routes, etc. Donc, si la base n'existe pas, il n'y a pas de base où nous pouvons construire dessus. Donc, ici, j'ai quelques exemples. Peut-être Joël va en parler beaucoup plus en détail. Nous avons assez d'exemples, à mon avis. J'ai essayé de parler le plus brièvement possible. J'ai enlevé la référence, bien sûr, du côté du Moyen-Orient. La Colombie, par exemple, qui nous parle d'exemples. Ils utilisent des gadgets, JS en ligne. Ils travaillent de façon très basique, très fondamentale. Le Népal aussi, les gens ont commencé par les images satellites directement. Ils ont commencé à effectuer l'identification, après ils ont commencé à construire dessus. L'Indonésie aussi, ils utilisent un différent modèle. Ils ont beaucoup... Bien sûr, ils participent. Donc, quoi que ce soit comme surface, même les plus petites, ils font la collecte de données. Donc, cela facilite, accélère le processus. Micro, s'il vous plaît. L'intervenant n'utilise pas de micro. Donc, vous pouvez commencer en milieu du processus. Peut-être vous ne voulez pas quelque chose de très complexe. Peut-être vous voulez quelque chose de précis mais simple. Vous voulez juste commencer. Donc, 99% de la réussite de quoi que ce soit, c'est le fait de le commencer, de le débuter. Donc, si ce que je veux être est très précis, et là, si je vais commencer à attendre, et je commence à devenir perfectionniste, ça va devenir obsolète avant que je commence. Donc le problème ici, c'est que, soit dans votre choix de la technologie ou le choix du cadre juridique ou institutionnel, donc si vous voulez commencer une des trois aspects, assurez-vous que durant la première étape, c'est que quand vous allez effectuer la deuxième étape, vous n'allez pas revenir en arrière. Donc choisissez le cadre juridique, ok. Choisir le cadre institutionnel, c'est d'accord. Donc choisissez un des trois aspects. Donc commencez par ce qui est adéquat. Si vous allez commencer par quelque chose de simple, ça ne cause pas de problème. Et après, les étapes vont continuer à fur et à mesure. Vous commencez où vous vous situez. Vous commencez où vous vous situez. En réalité, il y avait quelques diapos. Je ne vais pas les mentionner. Mais ceci est le seul exemple, à mon avis. Les gains rapides, les gains rapides, c'est bien pour les clients. Et après, vous pouvez commencer à raffiner le processus, le moderniser, commencer à travailler sur les données et digitaliser tout. Et après, vous allez avoir un système intégré en dernier. Donc, c'est similaire à un cycle.
après franchir le niveau 2 et autres, et autres, et autres. Notre perspective du modèle lui-même, c'est que nous voyons notre système. Il y a un système sur les records, donc vous enregistrez les records que vous avez. Il y a un système d'engagement et vous commencez à vous engager avec les personnes à travers les maps, les cartes et les applications. Après, vous allez avoir un système d'éclaircissement et vous allez avoir tout ce que je dis. Donc, généralement, c'est ce que je mentionnais dans les... Je voulais mettre quelques vidéos sur la présentation pour, en tant que preuve. Donc, quelques vidéos, je vais prendre un peu de temps pour les montrer. Donc, à propos des technologies les plus récentes. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu. Donc, l'IA, par exemple. Ici, l'IA va créer l'empreinte immobilière. Là, ce sont des phoques sur glace. Là, ce sont les répartitions, les divisions par foyer. Là, c'est par piscine, car les taxes sont imposées sur les foyers qui contiennent des piscines. Là, c'est une détection de palmiers. Ici, une détection d'éoliennes. Et là, ce sont les fissures sur la route. Et ici, nous trouvons les arbres dans les jardins des foyers. Les exemples sont nombreux, bien sûr, et l'usage du foncier, etc. Donc, je peux trouver mon usage de foncier à travers satellite très rapidement. Généralement, l'IA aujourd'hui, l'image satellite que vous avez, ça peut détecter ou absorber ou contenir beaucoup d'informations que vous ne pouvez pas réaliser directement manuellement à travers des procédures précédentes ou plus anciennes. Ceci est une application, comme vous pouvez le constater. Ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas quelque chose d'Hollywood. C'est une application que les clients utilisent. Un des jours, vous pouvez avoir toute la ville avec tous ses détails, l'usage aussi et les fonctionnalités présentes dans les bâtiments. Donc c'est notre espoir dans la vie maintenant. Donc c'est le futur, ça existe et ça fonctionne. Et c'est chez beaucoup de clients, bien sûr. Et quand vous voyez le bâtiment maintenant, vous le voyez différemment. Vous pouvez le répartir, vous pouvez intégrer quoi que ce soit. Et il y a beaucoup de cas d'usage que je voudrais démontrer pour analyser ma ville. Par exemple, les immobiliers qui sont les plus chers, les immobiliers les moins chers, etc. Et c'est ce que je peux faire. J'essaie de passer très rapidement les câbles souterrains et autres. L'usage ici, par exemple, je peux voir que le prix du loyer, et pour quel usage. Donc, les perspectives deviennent différentes. Et tout cela, toute cette classification est basée sur le fait que vous devez avoir un terrain, un foncier sur lequel vous pouvez construire et une application, une technologie qui va le faire. En dernier, un petit aperçu du futur. Donc, aux, aux Émirats Arabes Unis, nous avons déjà des délivrances qui sont faites à travers des drones. Les no-fly zones aussi, ou les zones interdites aux drones. Donc nous pouvons voir, donc c'était quelque chose que je voulais démontrer. La réalité est différente. La science ne s'arrête jamais. Il y a beaucoup de choses qui sont impressionnantes. Et je pense que j'ai trop tardé. J'espère que je n'ai pas trop pris de temps. Merci beaucoup. Merci, merci, merci pour votre attention. Merci pour votre écoute. Au nom d'Allah.
la dernière session sera une session ennuyeuse, mais restez avec nous quand même. Donc je pense que c'est la troisième fois que je présente dans cette conférence. Et j'espère que les personnes qui ne m'ont encore pas écouté, je m'appelle Goudet, il y a 37 ans que je travaille dans le domaine. J'ai commencé dans le cadastre. Et heureusement, une des choses impressionnantes, c'est que Mohamed a travaillé avec moi depuis 20 ans. Et après 20 ans, je ne l'ai pas vu avant de venir il y a une semaine. Donc le monde est très petit. Et je peux dire que les domaines et les espaces sont très petits. La partie qui concerne les géomatiques, même si au niveau du monde, vous allez, peu importe où vous allez, la surface ou l'espace est à considérer. Donc, là où je pars, je trouve quelqu'un que je connais. Donc, le monde est très petit. Le monde. Donc, ce que je veux dire en termes de sujet, le développement de cadastre et la trajectoire de développement de cadastre jusqu'à la fin, à l'IA avec cadastre. J'espère que donc la trajectoire du développement de cadastre avec l'organisme égyptien public du foncier. L'organisation a été créée en 1898. Le premier registre de la surface cadastre a été fait en 1904. Le registre de la surface moderne 1930. Le registre personnel, l'enregistrement personnel a été fait. بدأ منظومة التسجيل العيني تبدأ بقانون سنة a commencé à être réalisé en 1950 par la première décision dans les régions sur lesquelles on applique. Il y avait beaucoup de projets pour développer les cadastres. Le premier projet de développement de cadastre dans les années, j'ai participé dans ce projet pour développer le projet de cadastre en Égypte. Pour plusieurs fonctions, on a trouvé beaucoup de difficultés. Il a pris beaucoup de temps dans la dernière pour trouver des points essentiels et on va avoir un système, mais plusieurs de projets. Ce qu'on a travaillé dans la région d'Aswan. On a essayé d'intégrer les graphiques. Il y avait plusieurs des personnes qui travaillent et autres qui collectent des informations. Il y avait des procédures avec l'organisation de fonciers jusqu'à la fin des contrats et on fait des recherches pour trouver des liaisons, soit légales et soit on essayait d'intégrer ces informations. Après, la commission, l'organisation a commencé à se transformer à l'utilisation de l'intelligence artificielle. On avait beaucoup des informations, soit historiques pendant l'occupation française, dans des registres. Il y avait des maps
détaillé, on a essayé d'assembler, de collecter toutes les informations et tous les maps et on a essayé de faire une analyse. C'est ce qu'on a fait et Mohamed Issa a participé pendant depuis 20 ans. Donc il y a une infrastructure et il y a une liaison. Il y avait des centres de région qui collectent des informations dans un cloud qui peut être révélé pour tous. Au niveau de, par exemple, de la région de tout. À travers l'expérience de l'organisation, il y avait des projets pour au niveau de la République, donc dans plusieurs régions, soit agriculturelles. Donc il y avait beaucoup il y a beaucoup de motivations. La stratégie de l'organisation, on travaille sur des objectifs. On doit recruter pour avoir des maps actives et on organise des informations techniques compréhensives. Il y avait des participations avec et partenariats avec le secteur privé. Aussi, il y a communication avec le gouvernement, des institutions gouvernementales. Aussi, on a reçu un document qui encourage le partenariat avec le secteur privé qui est différent du secteur public. On a essayé de faire une coopération avec le secteur privé. Je vais parler de l'histoire de l'utilisation du système des informations cartographiques. Donc, dans les années 8, il y avait un arc info. Donc, il s'est amélioré au début des années 90. On a aussi une licence gratuite et a aussi été lié avec database et on a essayé de faire une intégration entre l'ArcView. Donc on peut voir ça à travers cette plateforme. On a travaillé par GIS Pro depuis 5 ans et ça réalise un développement au niveau de GIS Pro. Il y avait aussi des modules qui fait beaucoup des processus. Il y avait des modules pour les bâtiments. On n'a pas besoin de faire un survey ou bien de restrictions. Donc, aussi, il y a des images spatiales à travers des sociétés. Ce sont très précis pour les utilisateurs. Et la dernière partie, l'utilisation de AI et les défis. Il y a beaucoup de défis, surtout que les utilisateurs, donc les cadres peut-être sont très antiques qui sont accoutumés de faire ça. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc on doit penser bien
et on doit donner l'accès à travers lesquels il peut bénéficier. Il utilise AI, il va qui va chercher la technologie, il va profiter. Donc il ne faut pas être concerné. Donc on doit penser des ressources humaines. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces ressources humaines? Donc la commission, dans l'organisation, dans le cadre compréhensif pour la transformation digitale, donc il y a une vision globale qui veut réaliser un développement soutenable, soit social, soit économique, soit environnemental, et aussi soutenir les politiciens au niveau national pour réaliser leurs objectifs. Parmi les choses qu'on doit rénover avec le développement de technologies, on doit supporter on doit prendre en considération comment on développe les capacités, les talents et les types de la technologie qu'on va utiliser. La coopération qui a été réalisée au niveau de secteur public, de secteur privé, on doit emporter des outils très modernes et on doit réactiver. Je vous remercie beaucoup. Je suis de l'Arabie Saoudite. Je suis responsable géomécanique. Je vais faire la présentation pour parler de l'expansion urbaine. Bien sûr, la présentation parle d'une partie pendant 30 ans. Donc il parle de la libération hydrologique pour les régions de l'expansion urbaine. La gouvernance foncière, et autres, multidimensionnelle bien sûr, la gouvernance financière. Et différentes opérations foncières, et différentes choses. Donc commençons ensemble. Donc, il y a eu des critères qui ont été mis en place, qui ont été utilisés. Et différents critères qui peuvent être ajoutés, donc quoi que ce soit comme étude. Donc, une extension avant de désigner les zones adéquates. Donc, nous avons créé cet exemple pour les périphériques de la zone de la ville Riyad.
Donc, dans l'introduction, nous avons le sommaire, bien sûr. Peut-être c'est le meilleur microphone, celui-ci. Donc, dans plusieurs villes dans le monde, nous avons les dangers des fentes et les descentes parmi les défis géographiques majeurs qu'ont rencontré les ingénieurs. Donc, de nombreuses villes dans le monde connaissent une accélération de divers aspects du développement économique, industriel, social et urbain. Et la ville de Riyad se développe et s'étend urbanement d'année en année. Les risques d'inondation et de pente sont l'un des problèmes naturels qui ont troublé les chercheurs et les planificateurs. Et de ce point de vue, le chercheur cherche à trouver un outil technique qui permet aux décideurs en matière de développement de comprendre l'étendue de la relation entre le développement et les risques naturels potentiels dans les zones qui sont exposées dans le but d'assurer la sécurité et la sûreté des citoyens. Et comme nous avons déjà dit, les fentes et les descentes, c'est parmi les défis et les risques naturels qui existent. Il y a des études qui vont être menées pour trouver des places adéquates. Parmi les objectifs que nous avons, c'est de mener des études hydrologiques et de connaître les caractéristiques géographiques qui prennent en considération et qui incluent les fentes, comme j'ai dit, les fentes et les descentes. Et surtout trouver des espaces adéquats pour le développement urbain et l'extension urbaine. Donc les questions, bien sûr, nous avons fait ceci comme étude scientifique et les questions représentent les objectifs. Où sont situés les bassins versants et les cours d'eau de la zone d'étude? Quelles sont les caractéristiques topographiques des élévations et des pentes? Quelles sont les zones dangereuses qui ne peuvent pas être étendues? Quelles zones sont propices à l'expansion urbaine? Donc bien sûr, l'étude s'est appuyée sur une approche analytique quantitative en commençant par analyser le modèle numérique d'élévation et en extrayant les caractéristiques du ruissellement de surface et des pentes de la zone d'étude, puis en classant ces critères en degrés appropriés, en fusionnant ces critères pour arriver à un résultat qui prend en compte tous les critères saisis et leur pondération. Donc nous voulons avoir une base de données, c'est parmi nos objectifs, avoir une plateforme nationale aux données et à la gouvernance du domaine. Donc la plateforme sert toujours au plan ou sert toujours aux mêmes experts ou chercheurs. Le but principal pour atteindre une décision. Donc, parmi les données que nous avions, c'est la surface, la élévation, l'analyse, comme je l'ai déjà dit, de l'hydrologie, des élévations, l'adéquation et autres, quelques détails. Donc les sources de données. Le modèle numérique d'élévation, source autorité générale pour les levées topographiques et l'information géospatiale, image satellite de la zone d'étude, source autorité générale pour les levées topographiques et l'information géospatiale, limite de développement urbain de la ville de Riyad, source commission royale pour la ville de Riyad. Donc c'est pour trouver des solutions, etc. à travers différents mécanismes, et ceci est par l'appui royal. Donc le traitement et analyse des données, premièrement élévation de la zone d'étude. Le résultat c'est que la table montre que l'altitude la plus basse c'est 573 mètres, l'altitude la plus élevée est de 730 mètres et il est clair que la plus grande zone était une altitude compromise entre 626 et 642 mètres. Concernant les pentes, la zone d'étude a été analysée, classée en 7 catégories selon la classification de Young. Young 1972 a classé les pentes en 7 catégories comme suit. La pente est presque plate, très douce, pente douce, etc. Les pentes raides ont été les plus fréquentées.
Donc, il ressort clairement du tableau que 87% de la zone d'étude représente une pente semi-plate et une pente légère. Et la pente moyenne représente 11% de la zone d'étude, tandis que la pente supérieure à la moyenne représente 1% de la zone d'étude. Tandis que les pentes raides et très raides et les pentes de falaise représentent un très faible pourcentage dans la zone d'étude, de sorte que le pourcentage représente 13% d'études. Cinquièmement, carte des distances par rapport aux principales vallées de la zone d'étude. Carte des distances des principales vallées de la zone d'étude. Les longueurs d'écoulement de voies navigables d'une longueur d'écoulement supérieure à 10 km ont été extraites. Donc, pour une conclusion de l'analyse, classer la couche de la distance par rapport aux vallées principales à 3 niveaux proches des cours d'eau. Classification de la couche de pente en 3 degrés signifie apte et 3 signifie impropre à la construction. Fusionner les critères en une seule couche appropriée grâce à l'outil somme pondérée. Les critères ont reçu les pondérations suivantes. Pente 0 à 4, distance des voies navigables principales 0 à 6. Affiner la couche résultante après l'avoir classée en 3 catégories à l'aide de l'outil de filtre majoritaire pour supprimer les cellules isolées. Donc, il ressort clairement de la carte et du tableau que les zones propices représentent 34% de la zone d'étude. Les zones moyennement propices représentent 50%, tandis que les zones impropres représentent 16% de la zone d'étude. أو قبل أي تمدد عمراني والفكرة الدراسة أن هذا الناتج المحلي أو هذه Donc, les recommandations, on va trouver des critères hydrologiques et géomorphologiques par les gouvernements. Pour éviter les catastrophes et trouver des solutions, on peut avoir une région. On peut trouver des solutions après. Donc, l'application de ces études dans les régions qui s'est développée et on trouve des solutions, soit par. Donc, ils sont en application maintenant. Ce sont des références et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que nous avons des questions aux 3 présentateurs? Okay. السلام عليكم. Bonjour. J'ai un certain nombre de questions. Je vais commencer par le docteur de l'Égypte. Donc, quand j'ai cité 1890,
que sont les problèmes qui ont empêché à l'Égypte de rendre le scan ou bien la surface aussi tardé. L'Europe a fait ceci rapidement. Donc, que sont les empêchements, que sont les obstacles qui nous ont empêchés d'arriver aux meilleures pratiques globales? Deuxièmement, concernant l'organisme de la surface et le registre foncier, est-ce que le fait de combiner les deux rendra le travail mieux ou est-ce qu'il est nécessaire de les garder séparés? Donc, ma question à Isri concernant l'IA et son usage, et les cartographies 3D, et aussi la prise ou les images prises ou aéroprises. Donc, dans la vidéo que vous avez présentée, il y avait une très belle qualité. La qualité était beaucoup élevée. Donc, est-ce que nous avons atteint cette précision et cette qualité ou est-ce que nous avons besoin d'une autre technologie ou est-ce que Esri donne des résultats pareils ou non? Merci. Bonjour. Donc, concernant les empêchements, l'organisation date de 150 ans. Donc, pour les empêchements et les obstacles, bien sûr. Donc, le premier problème, c'est le financement. Le financement est le problème principal. L'organisation appartenait au gouvernement, à l'État, jusqu'à 2002. Et dans cette période, il y avait beaucoup de problèmes ou de projets. Il y avait beaucoup de projets de dons qui sont arrivés de l'étranger dans les années 80 et les années 90. Ces dons ont permis à l'organisation à la commission de se développer. Et ce sont les sources principales qui existent. On causait qu'un grand groupe, que la majorité des groupes se sont formés en Amérique, aux États-Unis, en Allemagne, en Hollande, aux Pays-Bas. Donc ils ont effectué une grande mutation au niveau de la commission. Après 2002, la commission est devenue économique. Le soutien étatique s'est arrêté. Et les sources ou les ressources de la commission ou les dépenses venaient de ces ressources. Donc ceci a été un obstacle. Donc le fait de pouvoir assurer un financement des infrastructures, c'était difficile. Donc la surface et le projet immobilier, bien sûr, mais plutôt combiner les deux instances pourrait bien sûr aider. Et le fait de les avoir tous les deux, ça serait préférable car le travail sera conjoint et sera plus efficace. Concernant la qualité et la précision des images, j'aimerais voir la présentation aussi. J'aimerais voir. C'est pour cela que j'étais à l'audience. Mais maintenant, d'accord. Donc je vais vous répondre. L'IA, bien sûr, oui, vous avez raison, ça dépend, mais il y a beaucoup de choses de laquelle ça dépend. Mais la première chose, c'est d'avoir ces photos, ces images. Donc le fait de faire du zoom in et zoom out, la technologie le fait, l'algorithme existe déjà, nous l'avons disponible. Et la dernière chose que j'ai vue, je ne suis pas très technique, mais il y a un an, c'était plus de 84% ce que nous avons pu atteindre. Le fait de pouvoir faire l'empreinte à partir de l'image satellite. Donc la qualité et la précision de l'image. Donc les photos sont généralement, ou les images prises sont généralement nombreuses à cause de la position du nuage, par exemple. Il faut laisser le nuage passer avant de reprendre une image. Donc le fait de prendre beaucoup d'images, ça assure que toutes les parties de l'image ou de la carte que nous voulons construire, 3D, la carte 3D que nous voulons construire est visible.
Donc, mais les algorithmes sont disponibles. Vous pouvez ramener votre propre algorithme. Vous pouvez effectuer des ajustements et des modifications. L'IA peut modifier selon vos préférences, etc. Donc, c'est flexible. Mais ça dépend de la zone aussi, de la région. Il y a des régions qui sont arbitraires où il y a plus de difficultés pour désigner tout. Mais avec l'IA aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des exemples. Donc, si vous utilisez, si vous pouvez la voir, si vous pouvez voir la chose à vieux, donc l'IA peut le voir aussi, elle peut l'identifier et le faire. Mais bien sûr, ça existe. Et ça existe, et c'est à travers des clics. Les images aériennes, les gens apprécient bien ceci à cause, grâce à leur qualité. Donc les revisites, les photos prises sont de très bonne qualité, etc. Donc il y a un monde dans l'espace qui est effrayant, je vais dire. Concernant la question, j'ai une addition. Donc au niveau des images prises, des images panoramiques prises, ici dans le registre, nous avons une précision de 7 cm. Donc les images ou la prise d'image que j'ai vue, ceci est intégré entre images panoramiques, images par drone. Le cloud vous donne de la précision de centimètres. Vous pouvez déplacer l'image, la pivoter, la manipuler comme vous voulez, la manier comme vous voulez, et selon vos besoins, préférences et nécessités. Donc les images satellites, peut-être c'est un peu difficile, mais avec les nouvelles technologies existantes aujourd'hui, surtout à Jusa, donc avec les drones et tout, donc les images panoramiques prises, ce sont des nouvelles technologies existantes. Ça peut être utilisé dans plusieurs fonctionnalités ou pour plusieurs fonctionnalités. Dans la majorité des pays arabes, ce sont les forces armées qui effectuent des images prises par avion ou aéroprises. Donc pas le drone, les avions. Donc pas que les drones, même les avions. Donc ça avait besoin de procédures sécuritaires. Donc il y avait des objectifs, etc. Donc ceci a changé. Ceci a beaucoup changé. Et donc, pour les collègues qui existent dans les autorités compétentes, les choses ont changé après les images satellites, après l'innovation des images satellites. Merci beaucoup pour les questions. Merci beaucoup pour les réponses aussi. Donc maintenant, nous allons partir, n'est-ce pas? Nous avons fini, hein? Okay, no problem. Yes, ma'am. No problem. Yeah. Okay. So I will start and I will and بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Un micro, s'il vous plaît, micro. Donc tout d'abord, j'aimerais dire que j'aimerais m'excuser. Mon laptop vient de mettre à jour quelques pilotes, donc ça m'a pris du temps pour télécharger. Donc je vais parler de l'IA dans les GCI, ou Computer Generated Imagery, ou des images conçues ou générées par l'IA, ou par algorithme ou logiciel. Donc ici, dans cette présentation, je vais parler de l'usage de GeoAI pour le cadastre multi-raison ou multi-objectif qui va nous permettre de mettre à jour notre système d'information intégré. Donc les informations relatives au foncier, la topographie,
etc. Et le MPC, qui est aussi considéré comme qui nous fournit de la fondation des datasets, donc les NSTI, les écosystèmes NSTI. Donc je ne vais pas parler de ces aspects car je pense que ces éléments sont connus à vous tous, mais je vais passer directement à l'intelligence artificielle géospatiale, le GeoAI ou les GeoIA. Je vais parler aussi des cas d'usage qui sont liés à la délinéation, la délinéation partielle. J'ai quelques résultats que je voudrais partager avec vous aussi pour qu'on puisse en discuter. C'est les politiques urbaines foncières, la croissance urbaine comme cas d'étude Casablanca et quelques solutions à travers des logiciels qui sont utilisés pour l'extraction de données dans 360 images. À partir de 360 images, et plusieurs principes utilisés dans l'IA. Donc, une introduction rapide sur envers l'intelligence artificielle géospatiale. Donc, le GeoIA est un domaine émergent, un domaine scientifique émergent où nous essayons de combiner différentes méthodes et techniques à partir de l'intelligence artificielle, particulièrement le ML, le DL, avec le GIS pour analyser et interpréter les données géospatiales. Donc, ça peut être appliqué dans plusieurs ensembles de données. Les images 360 et autres. Et c'est pour cela que c'est très important, car le GeoAI est dans le centre des données. Donc l'intelligence artificielle, le GIS, etc. Et dans le cœur, nous trouvons le GeoAI. Peut-être vous connaissez ce schéma. Je pense que vous connaître cette image qui contient l'intelligence artificielle et aussi les autres composants et aussi l'apprentissage des mécanismes d'algorithmes qui est basé sur des informations sans une programmation avant, mais on dépend des algorithmes qui existent déjà. Donc, on dépend de ces algorithmes pour faire un exemplaire, mais on doit essayer de trouver un exemplaire. Il y a une différence entre l'apprentissage de l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond. C'est la même chose, l'intelligence artificielle, mais c'est un apprentissage profond et aux différents niveaux qui sont cachés. Avant de présenter les exemples, premièrement, on doit préparer les informations. Après, on peut dénommer ces informations database et on doit les préparer pour les traiter, pour essayer de faire d'utiliser des algorithmes appropriés et aussi on doit les tester. Ce n'est pas dans la première fois on va trouver des résultats, des bons résultats,
mais il doit être beaucoup des algorithmes et des exemplaires. Ce processus prend beaucoup de temps et ça requiert beaucoup d'informations. Si vous voulez avoir un programme et un exemplaire très magnifique, on a besoin beaucoup de temps et des informations pour l'information, la nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que on peut rassembler tous ces phases. Il y a des exemplaires qui ont été testés par des sociétés. On peut essayer donc on va commencer par la première partie. C'est la distribution des parties. Donc, il nous donne une information sur les distributions de ces parties dans la Terre. Nous connaissons que la détermination de ces spots de façon traditionnelle requiert beaucoup de temps pour faire une délimitation et identifier. Donc il y a aussi un problème de la précision. Donc il requiert beaucoup de temps, prend beaucoup de temps. Et aussi il y a une possibilité de faire une faute. Entre 1 mètre ou bien 2 mètres, on peut dépendre de ce processus dans les surfaces très grandes. Mais si on veut une précision, on doit dépendre des solutions digitales. Donc, je vais vous donner des résultats pour des exemplaires qu'on a fait. On a essayé d'utiliser 3 algorithmes à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle et de façon ce qu'on peut dénommer le codage. À travers la codification et autres manières. Donc c'est similaire à plusieurs autres. Donc à travers ce modèle, ils ont adopté la même logique, mais ils ont aussi introduit les transformateurs. Le Deep Lab V3, c'est un backbone. Donc c'est déjà bien, car c'est déjà entraîné, c'est déjà formé, c'est déjà développé en termes de données, un grand ensemble de données. Ce sont les 3 modèles, nous les avons appliqués dans plusieurs zones. Donc la zone urbaine, la zone rurale, et nous voulons vérifier la précision dans les 2 environnements. Pourquoi avez-vous choisi le Goose Creek Village aux États-Unis? Car nous n'avons pas assez de données au Maroc pour l'appliquer ici. Nous l'espérons, mais nous avons utilisé une source ouverte, un open source, pour
appliquer et essayer la technologie. Donc celle-ci est la zone. Nous avons les données quand nous allons effectuer nos tests. Donc les gens qui travaillent dans la détection à distance, ils savent comment utiliser ces données, comment séparer ou détecter les variations. Et nous savons aussi que la végétation a un impact sur les variations partielles. Et ce sont les données que nous avons utilisées durant l'entraînement du modèle. Pour les zones rurales, donc c'est la région Middle Coupe aux Pays-Bas. Et nous avons aussi trouvé des données open source, AI for Boundaries ou IA pour frontières. Nous avons appliqué la chose sur les mêmes images et nous avons ici les résultats. Donc, les résultats de notre modèle après l'entraînement, nous pouvons trouver la validation et le processus d'entraînement. Et nous pouvons comprendre que notre modèle fonctionne parfaitement sans problème d'amplification ou de réduction. Donc les résultats les plus élevés que nous avons eu, c'est celui-ci. Mais pour être honnête avec vous, ces résultats, les résultats 90%, 99% est basé sur le nombre d'instances. Donc le nombre de pixels que nous avons détectés est exactement le nombre de parcelles qui existent. Bon, car c'est un projet qui est en cours. Nous allons essayer d'ajouter d'autres métriques et mesures relatives à la taille des parcelles, donc pour assurer que notre modèle peut extraire des données d'un nombre de parcelles d'une manière excellente. Et la question c'est à propos des mesures, les mesures par surface, etc. Et aussi la longueur. Donc c'est la question que nous avons et que nous investiguons. Et ici devant vous, nous pouvons voir quelques exemples de résultats que nous avons devant nous, des résultats de la zone rurale. Les prédictions aussi, ou les prédictions. Nous avons aussi la zone rurale qui est beaucoup moins, qui est plus précise. Car dans les zones urbaines, nous avons des bâtiments et les bâtiments rendent la chose plus compliquée et difficile pour l'algorithme, mais sinon, ce sont les résultats. Il me reste combien de temps? 2 minutes, d'accord. Donc ici, devant nous, nous pouvons voir la croissance urbaine comme elle est diffusée dans l'avenir. C'est très important en termes de l'optimisation du zonage et la planification ou l'aménagement en utilisant l'optimisation du foncier. Nous l'avons utilisé dans la région de Casablanca. Ce sont des prédictions. La logique est devant vous. Je vais me concentrer sur cette partie qui est la convolution SIM, le conv LSIM, un algorithme bien connu pour les prédictions basées sur les images. Donc nous avons créé un ensemble de cartes. Et ici nous avons les images. Donc si je n'ai pas tort, nous allons les appliquer. Après nous allons mettre des prédictions de 2021. Pourquoi est-ce que nous avons fait ceci pour 2021? Uh, 2021, so we can compare between the predicted result. And I will jump this part. I will jump the algorithm, and we have the results here. So here we have like the true positive, true negative, false positive, false negative. I will go directly to the kappa, which is 95%. And just to also mention that this is a binary classification, because here we have two classes, building or not building. So we want to improve the algorithm in order to have multi-class like urban growth instead of having only one. So
In 1 minute, another solution. This one is the SaaS, the software as a service. So it's called Mapersive. And we can do extraction for street furniture, for example, information about the buildings, about the streets. Just we have 360 images. We can upload them in a fully cloud solution, starting from doing anonymizing algorithm by AI, segmentation algorithm by AI, doing some kind of computer visions, and then creating tools doing tour navigation in an immersive way and doing the extraction. So here I have a video. I think, just to show you how we can do the process. So here we have all the extracted data, and here I will show you how to do the extraction. So we can click on the objects from 2 images, and then we can add the information that we want. And after that, we'll populate a database that can be used directly in a GIS environment. So here we have, for example, the location of electric pole. And here we have semantic segmentation. In fact, it's panoptic segmentation. Panoptic segmentation, it means we know the number of instances in addition to the classification. So we can, for example, count here that we have, for example, 10 people. Donc la réorganisation des images de 3D. Et ici, donc le forecast. Je voudrais vous remercier pour vos présentations. Ce sont des bonnes présentations. Vous pouvez continuer. Quand vous revenez dans le bus, nous aurons demain. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.